Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais quand même passer au 1 contre 1 tout de suite, avant de… alors, j'ai voulu marquer assez vite le 1 contre 1, parce que pour moi, j'envisage le 1 contre 1 comme aussi comme faisant partie d'un ensemble collectif. C'est-à-dire que c'est le collectif qui est au service du 1 contre 1. Pourquoi? Parce qu'on va chercher, la majorité des actions, effectivement, se terminent par le 1 contre 1, mais ce n'est pas propre au 3-3, hein, c'est valable au 5-5, quand on a de 5-5, et alors encore plus peut-être avec l'NBA, avec leurs règles spécifiques, et leur façon de voir le jeu et tout. Mais vous verrez qu'il y a un collectif qui se met en place, et puis in fine, ça se finit soit par un tir tout de suite, un catch and shoot, ou carrément par un drive. En tout cas, c'est souvent pour terminer sur des actions de 1 contre 1. Donc le 1 contre 1 il existe, mais il est le fruit d'un travail collectif. C'est-à-dire qu'on va chercher, en travaillant le collectif, créer des retards défensifs qui vont favoriser le 1 contre 1. C'est-à-dire que c'est pas prendre la balle et puis attendre et puis jouer le 1 contre 1 comme si on faisait des séances de 1 contre 1 à l'entraînement. Là, c'est l'inverse. On va essayer de travailler le collectif pour qu'il y ait effectivement un retard défensif, ce qu'on appelle le close-out, et permettre sur ce retard défensif de créer un avantage. Donc, par exemple, sur le passing game, c'est simplement se passer la balle d'une aile à l'autre, ce qui paraît simple, mais qui est déjà une forme aussi déjà de collectif qui va permettre que quand la balle passe d'une aile à l'autre, eh bien, le défenseur qui est de l'autre côté donc, va accumuler un petit peu de retard, un minimum en aide, et donc on va pouvoir peut-être jouer sur ce petit retard défensif pour pouvoir gagner son 1 contre 1. Le jeu extérieur-intérieur, extérieur-intérieur, intérieur-extérieur, ça c'est un jeu qu'on fait couramment et qui va permettre aussi de créer quelques petits avantages pour favoriser le 1 contre 1, la prise d'avantage. Tout le jeu autour des écrans dont on parlera tout à l'heure, donc ça permet de créer des retards défensifs, des mismatchs bien évidemment, quand on a des grands et des petits, et que ce qu'on sait au 3-3, il y a beaucoup de switch défensifs sur les pics, donc forcément on va se retrouver la plupart du temps en avantage, soit un petit qui va se retrouver à l'extérieur contre un grand, et à ce moment-là, il va pouvoir le passer par sa vitesse, ou à l'inverse, un grand à l'intérieur qui va physiquement s'imposer par rapport à un joueur plus petit pour aller mettre un tir près du panier. Voilà. Donc, c'est aussi, quand on fait des pics, c'est aussi créer des aides à l'opposé, obliger, même s'il y en a moins qu'au 5-5, mais néanmoins, il y en a un petit peu, et faire en sorte qu'il y ait un peu d'aide à l'opposé, de telle manière à renverser la balle, et une fois de plus, essayer d'attaquer le joueur qui arrive avec un peu de retard défensif, qu'on appelle le close-out, et là-dessus, essayer de le passer pour aller scorer, ou à l'inverse, ce que j'ai mis tout de suite là, sur le 1 contre 1 au service du collectif, c'est-à-dire que c'est aussi, quand on crée du 1 contre 1, donc ça va nous permettre soit de scorer, des tirs de type lay-up ou power, mais aussi de créer des aides défensives, d'attirer la défense pour ensuite faire une passe décisive et libérer un scoreur à 2 points. Ça, c'est quelque chose qu'on fait énormément pour trouver des bons tirs à de loin à 2 points, et on sait qu'on recherche énormément ces tirs à 2 points, vu l'importance que cela a. Eh bien, c'est aussi créer à l'opposé, par exemple, pour attirer à minima la défense et passer la balle pour pouvoir avoir un tir ouvert. Voilà. Alors ensuite, donc on va passer, si vous voulez, en revue un petit peu l'architecture offensive. Donc pour moi, je découpe l'attaque en 4 grandes parties. Donc il y a une partie, la première partie, c'est ce que j'appelle le jeu de transition ou le jeu de contre-attaque. Voilà, ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le jeu continu. C'est-à-dire le jeu continu, c'est comme voilà, on est sur une base de 12 secondes d'attaque. Donc on va dire que le jeu de transition, c'est 3 à 4 secondes maximum. C'est vraiment le moment où on était en défense et on passe en attaque et on va essayer de chercher à scorer pendant ce au 5-5 à la contre-attaque, bien évidemment. Ensuite, il y a tout ce qui reste entre les 3 et les 12 secondes. Ça, c'est le cœur du jeu de 3-3. C'est là où on va dire que c'est là qu'il y aura le plus pendant le match. Hein, ça, c'est une notion de jeu continu. Ensuite, il y a le rebond offensif que je mets un petit peu à part parce que c'est vraiment un élément clé aussi pour nous
qui me paraît très très important et qui a forcément des grosses similitudes avec le 5-5, mais aussi quelques spécificités. Et enfin, ce qu'on appelle, nous, le check, c'est-à-dire que ce sont des situations arrêtées qu'on pourrait retrouver au 5-5 par des situations de remise en jeu, que ce soit latérale ou de mise au fond. Nous, on a énormément de checks, puisque toutes les remises en jeu se font uniquement sur un échange de balles défenseur-attaquant dans l'axe central du terrain. Et donc là, on a aussi des petites stratégies offensives qui vont ressembler à ce qui se passe en 5-5 sur des remises en jeu. Si on peut avancer le petit power sur le thème suivant, sinon je vais enchaîner directement. Voilà, le jeu de transition, donc rapidement, donc c'est ce que j'appelle aussi la contre-attaque. Alors c'est évidemment, c'est un petit peu voilà, difficile à comprendre peut-être, parce qu'on n'est pas en train de jouer sur l'autre panier, puisqu'il n'y a qu'un seul panier, mais néanmoins, il y a cette volonté, au moment où on a récupéré le ballon. Alors, la spécificité du 3-3, excusez-moi, c'est aussi que lorsqu'il y a un panier marqué, vous ne faites pas la remise en jeu derrière la ligne de fond, contrairement au 5-5, donc ça va beaucoup plus vite. Vous récupérez le ballon, hein, dès lors où il rentre, il descend du panier, vous récupérez le ballon et vous ressortez le ballon derrière la ligne, derrière l'arc, c'est-à-dire la ligne des 6,75 m. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez être en situation d'attaquer. Voilà. Donc, que ce soit sur un rebond défensif, voire une interception, un rebond défensif ou un panier, on va dire que c'est à peu près similaire. On récupère la balle, on va chercher à la sortir vite derrière l'arc. On a deux solutions, soit on la sort en dribble ou en passe, voilà, mais il faut sortir vite la balle. Et c'est pendant ce petit laps de temps très court, ce qu'on appelle la transition entre la défense et l'attaque, voilà, que l'on va chercher à essayer de marquer des points et en essayant de piéger l'adversaire qui se serait peut-être mal placé. Donc on va essayer de voir toutes les failles de la défense pour essayer de scorer dans ce moment très très court. Voilà. Et ce qui est très important pour nous, mais ça existe bien évidemment au 5-5, mais peut-être un petit peu moins, c'est cette notion d'anticipation. C'est-à-dire que quasiment, nous, quand on est en défense, et quand il y a un tir d'effectuer, bien sûr qu'on va penser au rebond, bien sûr qu'on va penser à plein de choses, mais aussi on va penser à commencer à se placer, on va essayer de bien placer pour peut-être enchaîner tout de suite une contre-attaque. Voilà. Donc, cette notion de transition qui existe bien évidemment au 5-5, mais elle est encore plus importante. Et je pense qu'à un moment donné, si on peut faire des parallèles entre les deux, la pratique du 3-3 va aider les joueurs et les joueuses à être encore plus dans la transition, c'est-à-dire vraiment à réagir plus vite, à ne pas avoir ces temps de latence qui arrivent fréquemment au 5-5, hein, où vous venez d'encaisser un panier, bon, ben, on va remettre en jeu, etc. Il y a un peu de temps de latence, c'est le moment où on va au marché, il n'y a pas la contre-attaque, etc. Il n'y a pas ça au 3-3. Donc on est tout de suite dans l'enchaînement des actions, et je pense que ça peut vraiment aider aussi les joueurs à devenir encore plus performants au 5-5 quand ils ont cette habitude d'enchaîner les actions rapidement. Donc pour nous, on va chercher à sécuriser la sortie de balle. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a des petits malins en défense qui vont essayer de nous piquer la balle au moment où on va sortir la balle, hein, au moment où on va passer la balle. Donc forcément, il ne va pas falloir faire n'importe quoi. Donc il faut faire de bonnes passes. Hein, la relation entre le receveur, le rebondeur ou celui qui récupère la balle après le panier et qui va chercher à son coéquipier pour faire une passe. Bien évidemment, il faut faire attention. On utilise souvent les passes à terre parce que souvent les défenseurs ont les bras écartés, ils essaient de couper les passes. Donc les passes à terre sont souvent les plus efficaces. Voilà. Donc la qualité de la sortie de balle dépend bien évidemment du passeur, mais aussi des deux autres joueurs qui doivent chercher à se démarquer, bien évidemment. En ce qui concerne nous, nos principes de jeu sur la contre-attaque, c'est de privilégier les sorties de balle en passe. On est convaincu que si on sort la balle en passe, on va avoir plus d'opportunités pour scorer, pour mettre les paniers en contre-attaque, que si on va la sortir en dribble, qui perd un peu plus de temps et qui est moins propice, si vous voulez. Excuse-moi, Richard, je peux t'interrompre? Je t'en prie. Tu as oublié la première vidéo. C'est normal? Alors non, tu as raison, c'est pas normal. Bon. Alors, on peut revenir juste en arrière. Alors effectivement, tu as raison, j'ai oublié la première vidéo et heureusement que tu es là, quoi. Alors, on revient un tout petit peu en arrière et je reviendrai après sur la transition. Effectivement, une petite vidéo qui a été faite sur ce qu'on appelle le 1 contre 1 où
l'agressivité au panier.